Good Morning Business, le grand entretien. Le grand entretien ce matin, c'est Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'ouverture de ce sommet international sur l'IA qui va avoir lieu aujourd'hui et demain à Paris. Emmanuel Macron, Narendra Modi, autour de l'IA, c'est un enjeu de souveraineté, un enjeu d'entreprise. Tous les domaines sont concernés. Vous financez les entreprises avec BPI France depuis 12 ans. Comment vous voyez ce sommet de l'IA et notamment cette annonce de financement? Parce que c'est ça, c'est de l'argent. Il faut beaucoup d'argent par rapport à ce que mettent les États-Unis, par rapport à ce que met la Chine. C'est 109 milliards annoncés par Emmanuel Macron hier soir. Est-ce que c'est suffisant, Nicolas Dufourcq ? Suffisant, c'est déjà une annonce formidable. C'est sûr que la France, géographiquement, est très bien positionnée pour installer des data centers massifs pour l'Europe. Elle a son énergie nucléaire qui est un avantage géopolitique considérable. Et donc, quand vous êtes un gros investisseur des Émirats, notamment, puisqu'il s'agit pas mal de ça, vous vous posez ces questions et vous dites, la réponse est claire, c'est la France. Et c'est ça qui se passe. Donc, des data centers, c'est là que sont les gros volumes de capitaux, parce que les data centers d'intelligence artificielle, c'est parfois plusieurs dizaines de milliards de dollars, comme d'ailleurs les grandes usines de semi-conducteurs. Et puis ensuite, c'est énormément d'investissements, et c'est ce que nous allons faire, nous, avec nos 10 milliards, dans les 3-4 ans qui viennent, dans les startups de la French Tech française. Bon, ça, il faut que vous nous expliquiez, justement. On a un peu de sang neuf dans l'IA, sans mauvais jus de mots, effectivement, qui arrive. Oui. Avec ces investissements, c'est une très bonne nouvelle. BPI France est partie prenante. Vous avez annoncé le 7 février 10 milliards, effectivement, d'investissements d'ici 2029 pour développer l'écosystème IA français. En quoi consistent ces 10 milliards d'euros ? D'accord. Je fais d'abord un petit retour sur 2024 pour dire que les startups françaises ont levé à peu près 7,5 milliards. Et sur les 7,5 milliards... 750 startups de l'IA en France, premier écosystème européen. Voilà. Et à l'intérieur du 7,5 milliards, vous avez la partie intelligence artificielle qui est en croissance de pratiquement 100% par rapport à 2023. Voilà. Et donc, ça vient d'où cet argent ? Eh bien, ça vient énormément de tous ces fonds de capital risque que finance BPI France. Donc, dans les 10 milliards des années prochaines, vous avez au moins 3 milliards d'euros que nous allons mettre dans les fonds privés français de capital risque, et d'ailleurs européens aussi qui investissent en France. Plutôt côté venture, c'est-à-dire dans l'amorçage de toutes ces startups. Amorçage, c'est RIA, c'est début jusqu'au capital croissance, puisqu'on est capable de mettre des tickets de 50-100 millions d'euros, comme on l'a fait récemment dans Doctolib. Donc ça, le fonds de fonds, c'est très très important. Ensuite, on va faire beaucoup de prêts précisément aux entrepreneurs qui vont installer des grands data centers en France. On continue de faire France 2030, dans lequel vous avez des appels à projets multiples et variés sur les sujets d'intelligence artificielle embarqués, sur l'intelligence artificielle pour la démocratie, intelligence artificielle dans le militaire, etc. Donc ça, c'est des aides, c'est des subventions. Voilà. Et puis, vous avez également nos investissements directs, puisqu'on est le plus gros fonds de capital risque français aujourd'hui. On a investi dans Mistral, on a investi dans H, on a investi dans Poolside, dans la plupart des grandes licornes de l'intelligence artificielle française, vous avez des empreintes digitales de BPI France. Vous le disiez tout à l'heure, vous êtes client de la première heure de Mistral. Vous avez cru en Mistral, en l'occurrence. Oui. L'un des problèmes aujourd'hui, dans le développement de l'IA en Europe, c'est l'adoption par les entreprises. Oui. Comment on les convainc d'adopter de l'IA française ? Écoutez, moi je fais justement le tour de France constamment pour dire aux gens, écoutez, utilisez Mistral. L'entreprise est absolument compétitive, elle sort modèle sur modèle qui sont parfaitement jugés et évalués par les grands instituts mondiaux, donc l'entreprise est parfaitement compétitive. Utilisez Mistral, ce que la BPI fait. Et je peux vous dire qu'on est extrêmement content. Donc je suis très satisfait de voir l'accord annoncé hier soir par Stellantis. La semaine dernière, c'était Veolia. Je m'en suis entretenu avec sa présidente. Il y a eu un accord avec France Travail. Enfin, d'une manière générale, il faut se le dire, Mistral est la chance européenne, c'est pas la chance française, c'est la chance européenne, il n'y en a qu'une, c'est Mistral, pour avoir ce qu'on appelle un LLM, c'est-à-dire un modèle de fondation européen. Donc tout le monde doit travailler avec Mistral, il faut que Mistral fasse... Le sujet, c'est pas la levée de fonds, ils claquent des doigts et demain, ils ont 2-3 milliards d'euros, il n'y a pas de sujet. Le sujet, c'est les revenus. Il faut que Mistral fasse 500 millions de chiffre d'affaires en 2025. Donc c'est du patriotisme économique. Vous dites comme Emmanuel Macron, utiliser nos entreprises ici. On a des pépites formidables. Il faut les utiliser maintenant. C'est du bon sens. L'expression même patriotisme économique, elle n'existerait pas aux États-Unis. Tout simplement parce que pour eux, c'est juste normal. Il n'y a pas besoin de mettre des mots. Nous, on est obligé d'aller chercher un concept, patriotisme économique. Mais ça devrait être normal.
utilisons nos verticaux, nos startups. BPI France travaille avec 80 startups du digital français. Vous vous rendez compte ? Tout notre système d'information, il est fait avec des startups françaises. C'est donc que c'est possible. On fait une fintech de BPI France avec des startups françaises. Bon, on dit souvent que le problème des startups françaises, c'est que la France est un paradis pour les entrepreneurs. C'est assez facile de lancer une entreprise en France, une start-up. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de la faire grossir. C'est le scale-up, c'est le développement qui pose problème. Et on le voit aujourd'hui avec Mistral AI, certains estiment qu'il pourrait se vendre bientôt parce qu'on n'arrive pas à grossir en France. Vous partagez cette analyse ? Alors d'abord, il faut que ces entreprises fassent du revenu, et du revenu le plus vite possible. Ouais. C'est comme ça qu'on sort du piège du bonsaï, si je puis dire. Ensuite, il y a une réalité qui est que l'Europe, c'est 27 marchés, c'est 27 pays, c'est 27 langues. C'est beaucoup plus difficile de devenir un leader européen que de devenir un leader américain rapidement. Voilà. Ça restera toujours. Ça restera toujours notre vent contraire. On sait qu'on a cette difficulté-là, on doit jouer avec. Parfois, on réussit. Regardez Spotify. Vous savez combien vaut Spotify ? Spotify vaut 250 milliards de dollars en bourse. Spotify vaut pratiquement... Pas français. Non, mais c'est un Suédois. Donc, un Suédois a réussi à faire ça. C'est donc que c'est possible. Il faut se faufiler dans nos contraintes et on peut tout à fait y arriver. Mistral peut y arriver. Doctolib va y arriver. Il y a des secteurs où on a perdu beaucoup de terrain ces dernières années, je pense notamment à l'automobile. Vous avez dit que ça avait très peu de temps, que ça va très vite de perdre du terrain sur des secteurs comme ceux-là, notamment avec l'électrification. La même chose sur le spatial avec Elon Musk ces dernières années. C'est l'histoire de 3, 4, 5 ans maximum. Qu'est-ce qui va faire que sur l'IA, on ne va pas perdre ce terrain-là dans les années qui viennent ? Eh bien, écoutez, vous avez complètement raison de dire ça. On est dans des secteurs dans lesquels c'est une guerre de mouvement. Il y a des secteurs où c'est une guerre d'attrition, puis il y a des secteurs où c'est une vraie guerre de mouvement. Et donc il faut avoir un jeu de jambes de boxeur. Il faut d'excellents entrepreneurs capables de jouer cette partie-là. Il faut énormément de capitaux. Ça, c'est complètement clair. Et puis surtout, je répète, il faut qu'il y ait une alliance entre le capital et les clients pour faire monter les boîtes. Prenez une entreprise comme Anthropic. Anthropic, 80% de son chiffre d'affaires vient d'Amazon. Donc, ils ont trouvé une pompe à chiffre d'affaires qui leur permet maintenant de décoller. Ils ont fait 1 milliard de chiffre d'affaires en 2024. Et donc, c'est ça qui fait que ça marche. Autrement dit, un pour tous, tous pour un. C'est toujours la même chose en Europe. On ne peut pas laisser les entrepreneurs de l'intelligence artificielle européens se démerder tout seuls. Ils ont besoin d'être accompagnés par la totalité de l'écosystème. Mais jusqu'à aller chercher des acteurs américains. Je prends l'exemple d'Essilor-Luxottica. BPI est actionnaire d'Essilor-Luxottica qui fabrique des verres et des verres connectés maintenant, puisqu'il y a ce partenariat signé avec Meta pour les lunettes connectées. En quoi c'est important de travailler avec les géants de la tech comme ça pour une boîte comme Essilor ? Essilor-Luxottica... C'est-à-dire que les débouchés sont aussi aux États-Unis, quoi. Les débouchés sont mondiaux, en fait. Essilor-Luxottica est le leader mondial de la lunette et de l'optique, avec une part de marché considérable, sur un marché qui est lui-même en explosion. Donc Essilor-Luxottica ne peut que devenir une très très grande entreprise mondiale, et on est vraiment très heureux d'en être, depuis de nombreuses années maintenant, actionnaire et membre du conseil d'administration. La lunette va devenir une nouvelle plateforme, comme un téléphone est une plateforme. Vous allez avoir de plus en plus de software d'intelligence artificielle, vous l'aurez pour l'audition, de plus en plus, dans vos montures, et puis vous l'aurez également pour l'accès à des contenus qui sont des contenus de circonstances, et qui se projetteront sur vos verres. Avec des mini-caméras, ou avec... il y a énormément de technologies là-dedans. Les entreprises françaises... c'est le futur téléphone, quoi. C'est le futur smartphone. C'est le futur smartphone. Voilà. Alors, peut-être pas pour tout, mais enfin, et en tout cas, pour énormément de choses. Et les grands acteurs américains sont ceux qui ont la recherche fondamentale la plus poussée en la matière et font travailler les grandes verticales de la technologie française, c'est-à-dire l'optique française avec Essilor, le semi-conducteur français avec ST Microelectronics en particulier, dont nous sommes actionnaires aussi. Donc il va se passer quelque chose dans ce lieu-là, qui est le lieu de l'optique connectée. Quelque chose d'extraordinaire, et qui viendra probablement dans 3-4 ans. Yann Lequin, qu'on a eu en interview, qui est le monsieur Meta, le monsieur IA de Meta, explique que le problème de l'intelligence artificielle, c'est pas la guerre entre les États-Unis, l'Europe et la Chine, par exemple. C'est une question d'open source. Les entreprises qui vont bien vouloir partager leurs données et faire que tout le monde va grandir ensemble, et celles qui ne vont pas le vouloir. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
L'open source est en train de gagner. Franchement, Mistral avait très clairement ouvert la voie. DeepSeek arrive et c'est également de l'open source. Meta, c'est de l'open source. J'en profite pour dire que les ingénieurs qui ont développé Meta, qui ont développé Llama, le modèle de Meta, sont des ingénieurs français et ça s'est passé en France. Oui. Et donc, Sam Altman a déclaré l'autre jour qu'il avait peut-être fait une bêtise en mettant OpenAI dans une verticale qui n'est pas open source. Voilà. Donc l'open source va gagner beaucoup de terrain. C'est une bonne nouvelle. Bon, on ne veut pas vous laisser partir sans un mot. Stellantis, vous êtes au bord de ouais. Stellantis. On parle beaucoup de la succession de Carlos Tavares. Oui. En ce moment, on entend dire qu'une candidature interne est privilégiée. Le nom d'Antonio Filosa, qui était le patron des activités américaines, qui est désormais CEO, patron activité au monde, est régulièrement cité. C'est la logique après Carlos Tavares. Franchement, Filosa. Je ne peux pas dire grand-chose parce qu'on est en plein process d'évaluation des différentes candidatures, internes et externes. Ouais. Et donc, on reviendra. Une alternance, en tout cas, après un patron venu de Peugeot, un patron venu de chez Fiat pourrait être... Non, mais ça, c'est des spéculations. Oui. Voilà, on va le dire comme ça. D'accord. On fait un travail assez rationnel, en fait. Il y a 2 candidats internes, il y a 2-3 candidats externes, et puis on annoncera notre décision. On entend dire aussi que John Elkann, qui fait la tournée des usines, est applaudi de partout. Oui. Parce que... son tempérament diffère un peu de celui de Carlos Tavares, qui était un peu plus rugueux. Oui. Est-ce qu'il pourrait s'investir davantage dans la durée, peut-être de manière plus opérationnelle aussi, au sein de Stellantis? D'abord, c'est l'occasion de rendre hommage à ce que John fait effectivement depuis le départ de Carlos Tavares, de tenir la boîte comme il le fait. Bon, sur la question précise que vous posez, c'est mon intuition personnelle. Oui. Je ne pense pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France, d'être venu nous voir ce matin dans la matinale de l'économie. Dans un instant, elle continue, mais depuis le Grand Palais, avec Laure Closier, depuis ce sommet international de l'intelligence artificielle qui est présidé par la France et co-présidé par l'Inde. Ça commence à 9h30.